Nouvelle émission d'Enjeu. Bienvenue, chers spectateurs, à votre nouvelle émission. Aujourd'hui, nous avons 4 points à développer avec vous, Monsieur Henri Zouzi. Peut-on considérer que la guerre de l'Est est terminée? Pourquoi les autorités congolaises éprouvent-elles tant de difficultés à défendre la souveraineté nationale et les intérêts du peuple congolais? Je vous donne la parole. 3 documents pour le prix d'un, serais-je tenté de dire. On nous avait annoncé un dénouement à Kampala et voilà que nous nous réveillons avec 3 documents, 3 textes, 3 accords, n'ayons pas peur des mots, à Nairobi. Honnêtement, je pense que le gouvernement a fait perdre 1 mois à l'opinion publique congolaise et internationale. Pourquoi? Parce que nous savions dès le départ ce que contenait le texte principal, à savoir l'accord proprement dit. Parce qu'il faut bien le dire, depuis que ces 3 documents ont été signés, pas un seul jour ne s'écoule sans que les États-Unis, l'Union européenne, mais également l'ONU se félicitent de la signature de l'accord. Donc, je crois qu'il faut arrêter de jouer avec les Congolais. Ils sont pas... c'est pas les enfants, je veux dire. Et donc, il s'agit bien d'un accord. Alors, pourquoi 3 documents? Peut-être revenir sur ce qui a prévalu, en tout cas, à Nairobi. Le premier document, c'est un document dans lequel Kinshasa réaffirme ses engagements à l'égard du M23. Projet d'amnistie qui serait déposé au Parlement, démobilisation et réinsertion sociale des ex-combattants du M23, et puis, bien évidemment, toutes les facilités qui seront accordées au M23. Je parle bien évidemment de la branche politique pour qu'il se transforme en parti politique. Deuxième document, il s'agit des engagements que le M23 prend à l'égard de Kinshasa. C'est une renonciation à la rébellion. J'insiste sur ce point parce que quand vous renoncez à la rébellion, vous ne renoncez pas nécessairement à la lutte armée. Je crois que la nuance est de taille. Et puis surtout, le fait que le M23, effectivement, par cet acte-là de reddition, ne tentera plus autre chose. Troisième document. Ils peuvent revenir avec un autre nom. Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. En tout cas, c'est ma théorie. Troisième document, eh bien, c'est le communiqué final qui sanctionne, ni plus ni moins, cette rencontre. Alors, la question que l'on pourrait se poser, pourquoi ne pas avoir concentré sur un seul document ces engagements? Il faut, je pense, y trouver la marque d'une méfiance réciproque entre toutes les parties, ça c'est un premier élément. Et puis surtout, le plus important, c'est que ça s'est boutiqué de manière un peu, j'allais dire, cavalière. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pas un iota n'a été changé de l'accord tel qu'il avait été négocié par Kinshasa et le M23. Et puis, il faut surtout savoir que lorsque l'on lit dans le détail, parce que là, pour l'instant, on essaie de nous distraire avec un document en 11 points, reprenant plus ou moins le cahier des charges des uns et des autres, mais il y a des articles qui posent réellement problème. J'en ai comme ça 3 qui me viennent à l'esprit, je préfère peut-être les énumérer. Oui. Prenons par exemple l'article 29 de l'accord. Bon, quand je parle de l'accord, je ne fais pas allusion aux 3 documents qui ont été signés, mais je parle de la mouture, ou plutôt de l'ossature de ce qui est l'ensemble des engagements pris par les 2 parties pour que la stabilité puisse éventuellement être rétablie dans la partie du Nord Kivu. Dans l'article 29, s'agissant du cantonnement du M23, on parle de cantonnement sur le territoire dans des emplacements géographiques précis déterminés conjointement par les 2 parties. Alors moi je me pose une question. À ma connaissance, ce sont les FRDC qui ont gagné la guerre. Moi je gagne, vous perdez. Mais je vais vous consulter pour savoir où on va vous mettre. Alors, êtes-vous d'accord? Il y a un petit problème. Il y a un sérieux problème. Article 27. Les combattants du M23 conservent leurs armes personnelles jusqu'à leur installation dans des sites de cantonnement primaire. Donc ils peuvent garder leurs armes. Ah oui, bien sûr. À condition qu'ils ne dépassent pas 150 militaires. Alors moi, je suis censé vous avoir défait militairement. Je dis non, écoutez,
pouvez revenir avec vos armes. On va choisir un endroit où vous allez rester, mais pour votre sécurité, gardez quelques armes. Jusque-là, tout va bien. Article 34. Non seulement nous convenons ensemble d'un site pour vous cantonner, non seulement je vous autorise, vous, que j'ai battu militairement, de garder vos armes, mais surtout, je vous demande, à vous, d'assurer la protection de vos propres hommes. À quoi je sers? Enfin, voilà. Voilà 3 exemples ubuesques d'articles que les plénipotentiaires de Kinshasa ont accepté de signer, de cautionner. Ce qui me fait dire la chose suivante. Le 23 mars 2009, lorsque les fameux accords du 23 mars ont été signés, on avait déjà un aperçu de ce qui allait arriver. Aujourd'hui, je pense que l'on n'a pas tiré les enseignements du passé et Kinshasa s'apprête à commettre la même erreur. Pour la petite histoire, à l'époque de l'accord du 23 mars, il avait été mis sur pied un comité de suivi de ces accords. Devinez qui en était le président? L'actuel ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui à l'époque était ministre de la coopération régionale. On prend les mêmes et on recommence. Je vous le dis comme je le pense. Cet accord va à l'encontre des intérêts bien compris du peuple congolais. Il s'agit là, pour le coup, véritablement d'un document inacceptable qui est imposé à Kinshasa et à sa population. Ce que je trouve également curieux, c'est que pour des gens qui se réjouissent de cet accord, je pense tout naturellement au gouvernement, je trouve qu'il y a beaucoup de fébrilité et d'agitation. Puisque en 48 heures, le porte-parole du gouvernement est monté au créneau pour se justifier d'abord sur le contenu de ces fameux documents et surtout pour remettre en question le nombre de militaires qui seraient réfugiés en Ouganda avec Sultani Makenga. Comme s'il voulait minimiser le fait que ces gens soient toujours là. Mais c'est lui-même sur France 24 qui parlait de 1600 hommes. Bien sûr. Maintenant, d'après lui, ils sont beaucoup moins nombreux. Premier élément. Deuxième élément... Mais chaque fois qu'en fait, dans ces mensonges, on divulgue ces manigances, il revient toujours et sans gêne. Moi, je pense que le gouvernement se rend compte de jour en jour de la difficulté dans laquelle il s'est mis lui-même. Je reviens toujours au fameux texte de Nairobi. Pas un mot sur les combattants du M23 réfugiés en Ouganda et au Rwanda. On les oublie ceux-là? Je note d'ailleurs que dans sa dernière intervention, le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement dit que nous avons décidé de signer un document avec des frères égarés. Des frères égarés? Très bien. Mais alors dans ce cas, puisque certains de ces frères égarés ont trouvé refuge dans les pays voisins, pourquoi vous n'exigez pas qu'ils puissent revenir au pays pour qu'ils puissent soit être jugés ou tout simplement être concernés par la fameuse commission de réconciliation nationale qui doit voir le jour dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Je voulais juste ouvrir la parenthèse pour dire que nos frères soi-disant égarés, les rapports l'ont prouvé à suffisance, ce n'étaient pas des Congolais. Et on voit qu'il y a une plus grande largesse par rapport à ces gens-là. Et je m'étonne que eux ont droit à une amnistie, tous ces éléments du M23, mais que les Congolais, tout en dénonçant les actes qu'ils ont commis de viol ou quoi que ce soit, eux sont jugés et condamnables. Mais pas ceux que nous pointons du doigt, nous, peuple congolais. Il y a incontestablement deux poids, deux mesures. Lorsque vous prenez la dernière mesure d'amnistie, enfin la grâce présidentielle qui concerne certains prisonniers, et ça a été pris dans le cadre des concertations nationales, on peut quand même s'étonner et se dire que finalement, mieux vaut être un rebelle issu du M23 qu'être actif politiquement à Kinshasa. Je pense à Coutinho, je pense à Diomine Dongala. Très franchement, est-ce que vous pouvez sérieusement mettre dans la balance ces hommes que je viens de citer avec des soudards, violeurs, issus du M23, qui sont protégés par
notamment deux pays voisins. Enfin, il faut être un peu sérieux. Un peu sérieux. Et peut-être demander aux autorités de Kinshasa de revenir un peu au bon sens. Mais pour revenir au bon sens, Oui. je pense qu'il y a un petit problème qui se pose. J'ai Lequel? l'impression que M. Kabila n'est plus aux commandes du Congo. Vous savez, c'est dimanche, si je ne me trompe pas, dimanche ou lundi, ou mardi, que M. Museveni a dit que l'accord va se signer. Et il le disait dans des termes vraiment autoritaires. Oui, tout à fait. Il était très directif. Très directif. Tout à fait. Et directement le lendemain, nous apprenons accord de Kenya. Et qui est là pour représenter et pour signer ces accords? M. Museveni. C'est un peu du grand foutoir. Il y a même eu une tentative, un peu maladroite d'ailleurs, de certaines autorités congolaises, de dire que si le choix de Nairobi a été opté, c'est parce que Museveni avait été récusé. Alors, je vous pose la question. Quelqu'un de récusé ne peut pas signer le communiqué final et sanctionner la fin d'un processus. Tout ça relève de l'anecdote. En réalité, je l'ai dit tout à l'heure. On a des dirigeants incompétents. Il y a un embarras manifeste. Parce que tout cela a été très mal boutiqué. On a perdu un mois inutilement. Pourquoi? Parce que quand on lit les fameux documents, qui sont en fait une version résumée des accords en réalité, puisque l'accord existe, on le connaît. Un accord en plusieurs points, il y a une cinquantaine d'articles à peu près. J'ai évoqué ici 3 articles, notamment les articles 29, 27 et 34, qui montrent en réalité que ces accords ont été signés au détriment des intérêts des Congolais, mettant en danger les populations qui seront évidemment situés à proximité des fameux lieux de cantonnement, premier élément. La deuxième leçon que nous pouvons tirer, c'est que les vaillants combattants FARDC, bien que soutenus par la brigade d'intervention, peuvent aujourd'hui, avec le recul, se demander à quoi a servi tout cet effort qu'ils ont fourni. D'ailleurs, le M23 ne s'empêche pas de dire que les territoires qui ont été récupérés par l'armée nationale congolaise n'ont pas été reconquis, ils ont simplement été cédés par le M23, qui a préféré battre en retraite, histoire de dire que la fameuse victoire dont nous parlons n'en est pas une. Et à mesure que les jours et les semaines se sont écoulés, je dois vous avouer que la question a effleuré mon esprit. Est-ce que nous sommes véritablement en face du dictateur militaire lorsque l'on lit la lettre et l'esprit de ces fameux accords, où l'on a plutôt l'impression que c'est Kinshasa qui a voulu sauver la mise au M23, et pas le contraire. Dernier élément, je l'ai évoqué tout à l'heure, le sort des fameux 1600 hommes que subitement Kinshasa conteste le nombre. Je voudrais vous rappeler que la semaine dernière, Museveni avait dit que, s'agissant de Sultani Makenga, leur sort pourrait relever de la justice ougandaise. Enfin, c'est quand même extraordinaire, tant d'arrogance. Et à côté de ça, on a une communauté internationale qui ne réagit pas, qui fait comme si de rien n'était. Preuve qu'il s'agit bien d'un accord, c'est que tout le monde salue l'accord. En fait, alors, je vous pose la question, pourquoi avoir perdu un mois? Un mois où Kinshasa a affaibli sa position sur le plan diplomatique, un mois au cours duquel l'opinion publique nationale et internationale a été menée véritablement en bateau pour un résultat qui n'est pas du tout à la hauteur de ce que l'on était en droit d'attendre d'hommes ou de femmes qui sont supposés défendre l'intérêt supérieur de la nation congolaise et partant de là, sa souveraineté nationale. Mais mon point de vue personnel, c'est que Kinshasa n'a fait que prouver qu'ils ont toujours été de connivence avec le M23 et que, étant donné que le M23 était à la solde de Kinshasa, c'est tout à fait normal que Kinshasa puisse sauver la face du M23. Au risque de me répéter, nous l'avons évoqué au cours d'émissions précédentes, je crois que Kinshasa a commis Joseph Kabila a commis 2 erreurs psychologiques. La première erreur psychologique, remonte au 20 novembre 2012. Ce jour-là, lorsque Goma tombe, il prend son avion et il va à Kampala. Qu'est-ce qu'il va y faire? Jusqu'à présent, à titre personnel, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'au sortir de son entretien avec
Museveni, il est question d'examiner les voies et moyens de sortir de cette situation. Deuxième erreur psychologique, le 30 octobre 2013, lorsque à la télévision, au moment où le M23 est défait militairement, il dit « La victoire militaire n'empêche pas l'option politique et diplomatique ». Lorsque vous prenez ce genre d'initiative, vous vous privez de tout moyen de pression. Et c'est malheureusement ce qui a prévalu. Et du coup, à chaque fois, le M23 a été remis en scène au moment où il était affaibli. Et par le principe des vases communicants, c'est la position de Kinshasa qui a été affaiblie. Et à titre personnel, je le déplore. Et donc, quelque part, on peut parler d'un retour en force et d'une victoire pour des messieurs comme Roger Lumbala. Diplomatiquement, oui, parce qu'il y a eu véritablement une sortie par le haut pour le M23. Vous savez, il y a un mois, le M23 était mort, a été donné pour mort. En un mois, non seulement le M23 a réussi à faire capoter la cérémonie de signature, à retarder l'échéance, mais surtout à obtenir que des documents soient signés séparément. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Vous êtes supposé avoir été vaincu, mais vous parvenez, et même le ministre de la Communication de RDC le dit, il s'agit de documents unilatéraux. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chacun aurait décidé de remplir un document, de le signer en disant, voilà, je me suis engagé à renoncer à la rébellion. Voilà le papier qui en atteste. Et vous prenez ce document-là, pour parole d'évangile, et vous dites, voilà, le M23 s'est engagé, etc. Mais quand vous lisez maintenant, à côté de ça, l'accord, qui comporte plusieurs articles, j'en ai cité 3, vous vous rendez compte, en fait, que les gens que vous êtes censés avoir défaits militairement, vous allez devoir les consulter pour savoir où vous allez les regrouper, vous allez leur permettre de garder les armes, et surtout, vous allez leur dire, finalement, ce serait bien que vous puissiez assurer vous-même votre protection. Mais excusez-moi, je vais un petit peu vite dans certaines conclusions. J'ai l'impression qu'on se moque du peuple congolais, surtout que c'est soi-disant des militaires qui s'étaient rébellés à l'époque. Et ces militaires, d'un coup, deviennent un parti politique, deviennent des politiciens. Donc, comment est-ce que des militaires peuvent devenir des politiciens et on va accepter ça? Et des sources que j'ai en ma possession me font état que leur représentant, que moi je nomme, ça c'est personnellement, M. Roubaix-Roy, va être bientôt récompensé pour ses accords pour un poste ministériel qu'il va bientôt occuper par rapport à ça. C'est très possible. Et nous tous, on est là, on est en train de regarder cette tragico-comédie qui est en train de se jouer au pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Alors d'abord, il faut savoir que lorsque un groupe insurrectionnel, quel qu'il soit, prend les armes, il y a un moment où, pour des raisons de crédibilité, il est obligé d'avoir une vitrine politique. Et en règle générale, on fait appel à des civils pour donner à ce mouvement un semblant de respectabilité. C'est comme ça que l'on a eu dans le passé, même avec la FDL, qui était au départ un mouvement militaire, on a vu des gens arriver, Laurent Désiré Kabila et tous ceux qui sont venus avec lui, quand ensuite le RCD Goma est devenu la vitrine politique de l'ANC, en fait, l'armée nationale congolaise, une nouvelle mouture, puisque c'était par rapport à la guerre de l'Est, on a eu le même phénomène. Le CNDP a un peu dérogé à la règle parce que là, on avait un mouvement d'essence politico-militaire, mais avec des ramifications politiques à Kinshasa. La preuve, c'est qu'en 2010, il y a un accord politique qui est scellé entre l'AMP de l'époque et le CNDP en prévision des élections de 2011, dont vous connaissez bien évidemment le résultat. Écoutez, ce que vous venez d'évoquer, c'est tout simplement la conclusion logique d'une vaste comédie qui nous a été imposée d'une certaine manière. Je dis imposée parce que je suis quand même assez sévère à l'égard de l'opinion publique congolaise qui n'a pas utilisé les moyens qu'elle avait à sa disposition pour véritablement dénoncer ce qui se tramait. C'est quand même incroyable de voir en l'espace d'un mois des responsables importants du gouvernement se réjouir du refus par l'opinion publique de voir un accord signé avec un autre, et puis venir nous expliquer que finalement, si on a signé cet accord-là, c'était pour permettre aux fils égarés de revenir dans le droit chemin. Voilà, je crois qu'il faut être un peu plus sérieux à ce niveau-là.
À cet instant précis, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les options restent possibles. Puisque à la lecture de ces 3 articles, qui sont vraiment anecdotiques, hein, il y en a d'autres comme ça que j'aurais pu développer, nous sommes là, pour le coup, à la veille d'une réinsertion, pas seulement sociale, mais politique et militaire du M23. Le gouvernement, pour des raisons politiques, ne peut pas utiliser le terme réintégration. Aujourd'hui, pour ne pas dire la journée, on nous dit pas question de réintégrer, mais quand vous cantonnez des gens, que vous leur laissez des armes et que vous leur demandez de se protéger, de se surveiller en attendant que l'on puisse statuer sur leur cas et ensuite décider de ce que l'on va en faire, vous institutionnalisez l'impunité, ni plus ni moins. Et donc, autant l'accord du 23 mars 2009 et surtout a capoté. Surtout que justice n'aura pas été rendue aux victimes. Tout à fait. Non, mais justice, ça veut dire que quelque part, ces victimes-là vont recôtoyer leur bourreau. Bien sûr, mais parce que c'est le prix à payer pour avoir la paix. Mais quel pays l'ont déjà sorti en 2008 la même chose. Mais justement, l'histoire se répète une fois de plus. L'histoire se répète. Et pour cela, je pense que la communauté internationale a joué un rôle extrêmement négatif. Puisque la communauté internationale a avalisé un schéma qui a déjà montré ses limites entre 2009 et 2012. La preuve, c'est que les accords du 23 mars ont volé en éclats. Mais alors Papa Henri, je pense qu'on doit élever le débat plus haut. Ça tend juste parce que on a la clé de la solution, mais on n'arrive pas à la prendre pour ouvrir la porte. Moi, je crois que si on nous emmène toujours dans le même schéma destructeur pour le peuple congolais, ça tend à prouver quelque part que vis-à-vis de la communauté internationale, il y a un objectif poursuivi qu'ils veulent mettre en place. Parce que c'est pas normal. Parce que je crois que nous devons dénoncer ça. Incontestablement. Alors, il faut le dire. Il faut un moment. Alors, il faut qu'on éveille le public, qu'on l'élève en termes de. La seule chose pour laquelle je serais tenté d'être indulgent vis-à-vis de Kinshasa, c'est que, au fond, au moment où Kinshasa s'opposait à l'idée d'un accord avec le M23, à Kampala, Kinshasa était seul contre la communauté internationale, contre le M23 et ses parrains. Puisque Kinshasa, soutenu à ce moment-là par son opinion publique, disait pas question d'accord, pas question d'intégration, etc. Mais c'était peut-être la farce pour bien se faire voir. Oui, parce que cela avait déjà été négocié en amont, en fait. Kinshasa a donné l'illusion de résister, mais Kinshasa a fini par céder. Ça veut dire que Kinshasa joue aussi un rôle dans lequel ils endormissent le peuple. Je vous rappelle que l'un des problèmes clés de la sous-région et dans la partie est de la RDC, ça reste bien évidemment l'activisme de plusieurs groupes armés, dont l'un des plus emblématiques reste évidemment les FDLR. Réfléchissez un peu à ceci. Il a fallu quelques jours pour que la brigade d'intervention se décide à traquer les FDLR. La brigade d'intervention a commencé à être déployée dès le mois d'avril-mai 2013. Mais ce n'est que fin juillet, début août, qu'elle est véritablement entrée en action et qu'elle a commencé à soutenir timidement les FRDC dans les opérations ponctuelles jusqu'à ce que, à la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire 6 mois après son déploiement dans la partie est de notre pays, elle puisse se résoudre à attaquer le M23. Vous voyez déjà cette différence de traitement vous montre à quel point la diplomatie congolaise a été inefficace pendant toute cette période. Pendant que Kinshasa s'agitait, le Rwanda travaillait en coulisses pour obtenir finalement que les Nations Unies prennent leurs responsabilités contre une rébellion vieille de bientôt 20 ans. Dans le même temps, Kinshasa a été incapable de vendre cette idée d'éradiquer la menace, puisque Kinshasa se complaisait dans une posture de victimisation. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Lorsque vous accumulez autant d'erreurs et que vous vous refusez de changer de stratégie, il ne faut pas vous étonner d'être finalement le dindon de la farce. La seule chose que Kinshasa peut faire maintenant, cet accord ayant été signé, c'est de véritablement prendre la mesure des engagements qui ont été pris. Et je vous le dis comme je le pense,
Ces engagements qui ont été pris, d'abord à Kampala, puis à Nairobi, constituent peut-être, selon moi, les germes du prochain conflit. Ok. Donc, la présence des combattants du M23 au Rwanda et en Ouganda, Museveni a rappelé dernièrement que les rebelles réfugiés sur son territoire seraient jugés selon les lois ougandaises. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Joseph Kabila et son gouvernement se laissent-ils mener en bateau? Parce qu'ils sont impuissants, tout simplement. Regardez le mois qu'on vient de perdre. Si Kinshasa avait pris une décision de... Même le choix de Nairobi ne vient pas de Kinshasa. Kinshasa s'est vu imposer le choix de Nairobi parce qu'il y avait un problème d'opportunité, tout simplement. Mais pendant toute cette période, je n'ai pas entendu Kinshasa exiger la récusation de Kampala, donc de la médiation ougandaise. Je n'ai pas entendu Kinshasa demander la délocalisation des pourparlers. Non. Moi, j'ai vu Kinshasa courir après un document. Un document. On en a eu 3. Cherchez l'erreur. Et le fait là, des 3 documents, qu'est-ce que cela implique ou... Je l'ai dit, un document pour vous, M23, un document pour moi, Kinshasa, et un pour la médiation. Comme ça, tout le monde est content. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà. Alors qu'on aurait pu concentrer le tout dans un seul document. Ce qui était d'ailleurs la substance de l'accord du 23 mars. Mais comme il fallait faire plaisir à tout le monde et ménager les susceptibilités, on a eu droit à cette comédie. Comédie. Enfin, voilà, Troisièmement, offensive de la brigade d'intervention de la MONUSCO contre le FDLR. Quel est le rôle des FARDC? Pourquoi l'ONU a-t-elle voulu répondre aussi rapidement aux préoccupations du Rwanda alors que la RDC a attendu près de 18 mois pour obtenir la traque du M23? Alors, avant de vous laisser répondre à ça, je tiens quand même à signaler que Kagame et le Rwanda ont toujours brandi la menace des FDLR qui va attaquer le Rwanda, mais sur les 20 ans de conflit depuis qu'ils ont été chassés, jamais une seule fois ils n'ont menacé la stabilité ou d'envahir le Rwanda. Ça ne s'est jamais vu et ils n'ont jamais eu cette prétention-là d'envahir le Rwanda. Par contre, nous savons que les FDLR ont commis plusieurs exactions sur le territoire congolais. Donc ils menaçaient plus la stabilité du territoire congolais et la population congolaise que le Rwanda. Et nous savons aussi en parallèle que M. Kagame, grand manipulateur de la région, lui-même organisait avec ses services des attaques à la grenade. C'est un peu marrant parce que si vraiment le FDLR devait attaquer le Rwanda, je ne crois pas que ce serait avec des grenades, lancer de grenades et s'enfuir. Donc il n'y a aucune menace d'armes qui s'est comme telle concrétisée et on n'a jamais arrêté un gars du FDLR en train d'attaquer le Rwanda, mais avec la complicité de la communauté internationale, on dirait que ce petit jeu de je brandis pour justifier mon agression envers le peuple congolais contre les génocides qui sont commis sur le peuple congolais satisfait tout le monde et permet aussi à la communauté internationale de pouvoir dire le Rwanda ne fait que se défendre et quelque part légitimer le massacre de plus de 8 millions de Congolais. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, première chose, le Rwanda est en situation de rente sécuritaire vis-à-vis de l'Est de la RDC. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que en faisant des FDLR leur fonds de commerce, le Rwanda peut continuer à exercer une influence négative dans cette partie du territoire national. Pour 2 raisons. D'abord, pour y étendre sa zone d'influence, et ensuite pour élargir son espace vital. Deuxième chose qu'il faut soulever, c'est que c'est depuis 1998 en réalité que les FDLR sont quasi devenus inoffensifs. Même lorsqu'en 2009, de janvier à fin février, l'opération Umoja-Wetu, l'opération conjointe qui mettait en présence l'armée nationale congolaise, les FRDC, avec les Rwanda Defense Force, les RDF, cette opération Umoja-Wetu contre les FDLR s'est avérée inopérante également. Pourquoi? Parce que beaucoup de chiffres ont circulé sur le nombre d'hommes dont disposait cette rébellion, des chiffres qui varient entre 6 et 7 000. On s'est rendu compte, après cette opération, que
les FDLR, tout en étant affaiblis, gardaient quand même intacte une capacité de nuisance. Les FDLR, depuis plusieurs années, se sont installés dans la facilité, c'est-à-dire trafic en tout genre, extorsion, bref, pour essayer de survivre. Mais toujours constitués d'hommes qui pouvaient espérer, de la part de Kigali, un début de dialogue interne ou de réconciliation. Ce que Kigali s'est toujours refusé de faire. Pourquoi? Parce que Kigali allait perdre à ce moment-là son principal moyen de pression sur Kinshasa. Si aujourd'hui les FDLR sont éradiqués, le Rwanda n'aura plus de prétexte pour revenir en RDC ou pour continuer à y influer négativement. Ce qui veut dire que même cette opération en cours de la brigade d'intervention contre les FDLR, à titre personnel, c'est de la poudre aux yeux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit beaucoup plus d'une manière de rassurer l'opinion publique internationale et plus particulièrement l'opinion rwandaise de la prise de conscience de la communauté internationale sur le problème FDLR et de la meilleure manière de le résoudre. Or, je le rappelle, les FDLR sont le moyen de pression le plus efficace du Rwanda sur les RDC parce que ça permet à ce pays de continuer à entretenir ses velléités expansionnistes. Et d'une certaine manière, le Rwanda n'a peut-être pas tout à fait intérêt à ce que les FDLR soient éradiqués, parce qu'à ce moment-là, le pays n'aurait plus de prétexte pour intervenir au Congo. Et c'est là que réside en fait à la fois l'ambiguïté, la contradiction, la duplicité, j'allais dire les motifs inavouables en fait d'une situation qui en réalité affaiblit Kinshasa, renforce Kigali sur le plan diplomatique, parce que Kigali pourra toujours dire que nous avions exigé la traque des FDLR au niveau du Conseil de sécurité, nous l'avons obtenu. Tiens, comme par hasard, ils n'ont pas tous été désarmés ni anéantis. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On arme une nouvelle rébellion pour venir avec des considérations d'abord identitaires. Je vous rappelle que dans l'un des derniers communiqués depuis 6 mois, le président de la branche armée du M23, il dit que nous devons résoudre les problèmes de discrimination à l'égard des populations rwandophones. C'est quand même un comble. Mais puisque le gouvernement de Kinshasa considère qu'il s'agit de compatriotes égarés, accordons-leur le bénéfice du doute. Tout simplement. Est-ce que sur toutes ces années, vous avez entendu quelque part des compatriotes rwandophones attaqués par des Congolais? C'est plutôt l'inverse qui se passe et la communauté internationale ne pointe pas ça du doigt. Le schéma est toujours le même. Au départ, le schéma est le même. C'est les rwandophones qui tuent les Congolais. Exactement. Mais c'est les Congolais qui sont coupables. Mais écoutez, on a un exemple extrêmement précis à ce sujet. Moi, j'aime bien les dates. Okay. Le 6 juin 2004, qu'est-ce qui se passe à Bukavu? Bukavu tombe. Et pendant 48 heures, la ville est occupée par Laurent Kunda et Jules Mutebusi. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous n'avons pas envie du brassage parce que nous considérons que les différentes unités ont le droit de rester vivre avec leur famille. Kinshasa dit, non, pas question. On est dans un processus de brassage. Si on vous déploie aux 4 coins du pays, vous devez l'accepter. Comme il n'avait pas d'argument à opposer à cette réponse, deuxième prétexte, oui, mais la minorité Tutsi est menacée. Tiens, comme par hasard. Donc maintenant, ce n'est plus le problème de déploiement aux 4 coins, maintenant c'est le problème des Tutsis ou des Banyamulenge. Bizarre. Là aussi, fin de non-recevoir. Écoutez, arrêtez de raconter n'importe quoi. Nous savons que les populations vivent en bonne intelligence. Ne venez pas avec ce genre de problème. Face à cet argument pour lequel il n'y avait pas de contre-argument, dernier prétexte, ce sont maintenant les ambitions territoriales avec, en corollaire, et c'est ça qui est assez marrant, oui mais les FDLR là, ils menacent quand même les intérêts rwandais, on peut penser qu'ils pourraient s'attaquer contre nos populations, alors nous voulons les protéger nous-mêmes. Donc vous voyez comment est-ce qu'on monte en graduation vers... Donc plus vous manquez d'arguments, plus vous êtes dans la fuite en avant, et à ce moment-là, évidemment, votre discours n'est plus du tout cohérent, en fait. Et moi, je suis étonné que Kinshasa se soit laissé entraîner dans ce type d'incohérence, au point de se laisser entraîner précisément dans la signature de documents, on ne va pas dire accord, ben ça va faire jaser à Kinshasa, un accord qui, somme toute, affaiblit davantage Kinshasa et sape son autorité.
Et peut-on parler donc d'un retour en grâce de M. Roger Lumbala, Ah oui, bien pas sûr. longtemps, à Kinshasa? Retour en grâce, je ne sais pas. Il ne faut pas non plus être exagéré à ce niveau-là, mais on peut considérer que la branche politique du M23 est réhabilitée, puisque il y a un document signé par le ministre congolais des Affaires étrangères qui s'engage à ce que toutes les facilités soient accordées à la branche politique pour qu'elle se transforme en parti politique. Et bien évidemment, bénéficiera de l'amnistie pour des faits qui se seraient produits entre, je crois, le 2 avril 2012 et maintenant. Vive l'impunité. Ah oui, c'est triste. Je ne sais pas où est-ce que va notre pays, mais c'est triste si on ne réagit pas. Donc nous arrivons au dernier point, mais qui est l'hommage à Nelson Mandela. Mais avant cet hommage, j'aimerais quand même que nous puissions essayer d'y voir un petit rapport avec les exactions en Centrafrique. Je trouve qu'il y a une certaine similitude, parce que on dirait qu'on a poussé ce peuple-là à un génocide. Parce que avant même que ces peuples-là commencent à s'entretuer entre chrétiens et musulmans, nous avons déjà M. Obama qui monte au créneau, nous avons toutes les raisons de croire qu'il y a un futur génocide qui se prépare. Mais enfin, et pourtant il n'y avait encore rien. Et on dirait qu'il y a un désordre qui a été encouragé par la communauté internationale. Je ne sais pas quel est leur objectif, où est-ce qu'ils voulaient en arriver, mais j'ai l'impression que petit à petit, on commence à enlever les vraies autorités des pays africains. Mais on le fait à la manière douce. Ça veut dire qu'au Mali, on a enlevé Sanogo qui était là, on a déployé les forces françaises qui, à la fin, ont arrêté Sanogo, et on voit que la même chose va se passer en Centrafrique. Ça veut dire que on déploie la force militaire, et cette force militaire impose la ligne politique qu'un pays qu'on dit déjà sorti du colonialisme doit faire. Donc on lui impose une feuille de route. Il devait y avoir des élections en Centrafrique d'ici un an, vers début 2015. Nous voyons que maintenant... C'était le terme du mandat de Bozizé. Nous voyons que maintenant, M. Hollande impose des élections très bientôt, et nous voyons que c'est le même schéma qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc il y a des retournements des situations dans ces pays-là, dans lesquels nous avons l'impression que les Occidentaux reprennent la main et mettent des marionnettes. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, ces 5 dernières années, on a vu arriver 3 phénomènes sur le continent africain. Premièrement, on a vu monter en puissance des conflits interethniques et interreligieux. Au Nigeria, je crois que nous avons là l'exemple le plus abouti, Boko Haram, qui n'hésite pas à s'attaquer notamment à d'autres minorités. Deuxième phénomène auquel nous avons assisté, c'est l'arrivée de nouvelles rébellions qui étaient hétéroclites et guidées par des considérations ethno-religieuses. Il faut dire qu'à ce niveau-là, on peut considérer la LRA de Joseph Kony comme un précurseur, puisque lui, sa feuille de route, c'est ni plus ni moins que les 10 commandements. Troisième phénomène auquel nous avons assisté, c'est bien évidemment des coups d'État en cascade, alors les uns militaires, les autres institutionnels, qui plongeaient les pays dans lesquels ils étaient perpétrés dans le chaos. Mais avec un fil conducteur en Afrique de l'Ouest et singulièrement en Centrafrique, avec une impuissance des pays de la sous-région à trouver une solution et une montée au créneau de l'ancienne puissance tutélaire. Dans le cas du Mali, dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons la France, et dans le cas de la Centrafrique, nous avons également la France. Circonstance aggravante pour la Centrafrique, c'est que la France a laissé faire. Lorsque Bozizé a été chassé du pouvoir, Paris a, du bout des lèvres, cautionné l'arrivée de Diotodia en pensant qu'il tournerait facilement la page Bozizé. Sauf que les anciens compagnons d'armes de Diotodia se sont retournés contre lui, sachant par ailleurs que cette coalition, la Séléka, était composée, bien évidemment, puisque vous avez des musulmans extrémistes, fondamentalistes, adeptes de la charia, qui n'ont pas hésité à s'attaquer
aux chrétiens. De la même manière que dans le nord du Mali, ces mêmes djihadistes, n'hésitons pas à les traiter de ce nom-là, n'ont pas hésité à s'attaquer à des symboles culturels, hein, notamment à Tombouctou et à Kidal. Donc c'est une situation assez préoccupante qui montre que finalement les Africains, plus de 50 ans après la période des indépendances, sont toujours incapables de se réunir pour trouver une solution à ce type de problème. Tout au plus, ce sont des solutions homéopathiques à petite dose. On envoie 250 hommes, on envoie 300 hommes pour se donner bonne conscience. Et vous avez un pays comme le Tchad qui peut demain devenir un des gendarmes de l'Afrique parce que c'est le pays le plus aguerri en termes de guérilla, qui s'est plaint récemment que malgré les 2000 hommes qu'il avait donnés à la MINUSMA au Mali, les autres pays n'ont pas fourni d'efforts particuliers. Ce qui fait qu'ils sont toujours en première ligne par rapport à ce qui s'y passe. Donc il faut une prise de conscience, et Obama, effectivement, n'avait pas tort de soulever ce problème, mais il y a comme une forme d'apathie de la part des dirigeants africains qui attendent systématiquement que l'Occident prenne leurs responsabilités à leur place. Ce n'est pas très bon signe, et je crains malheureusement que nous n'ayons, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, de nouveaux théâtres ou foyers de tension en Afrique. Pour terminer, en une minute, un petit mot par rapport à l'hommage et l'héritage que lègue M. Nelson Mandela. Donc, ses successeurs à la tête de l'État sud-africain sont-ils à la hauteur? Comment avez-vous vécu les funérailles et la présence de tous ces chefs d'État? Alors, s'agissant des successeurs, moi je vous le dis comme je le pense, ces successeurs ne sont pas du tout à la hauteur. Thabo Mbeki, qui a succédé à Nelson Mandela, n'a pas terminé son mandat. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a voulu influencer une décision de justice. À l'époque, il était déjà en compétition avec Jacob Zuma pour briguer la présidence de l'ANC, et partant de là, se succéder à lui-même, puisqu'il devait normalement, il lui restait 1 an pour se représenter et être. Donc, il a été contraint à la démission, donc il ne s'est pas représenté. Jacob Zuma, en 2006, procès très médiatisé pour viol avec une femme qui serait la fille d'un ami, accessoirement séropositive. Et puis vous avez cet épisode surréaliste où il raconte au tribunal qu'il s'est lavé à l'eau chaude juste après. Bref, et puis dernièrement, ces accusations sur 15 millions d'euros, hein, je convertis en euros, de travaux qui ont été effectués dans sa résidence privée, et ce, aux frais du contribuable sud-africain. Donc, tout ça ne fait pas très sérieux. On voit très bien qu'il y a un décalage entre l'héritage moral que lègue Nelson Mandela et le comportement de ses deux successeurs. Les élections de 2014 restent pour moi incertaines, puisque visiblement Jacob Zuma envisage de se représenter pour un second mandat, mais je peux vous dire que la mort de Mandela, selon moi, et ça n'engage que moi, va peut-être ouvrir une nouvelle, peut-être pas le chaos, mais ouvre une nouvelle période d'incertitude en Afrique du Sud. Il faudra vraiment que l'on aille trouver qui pourrait perpétuer la lettre et l'esprit du combat de Mandela. Jacob Zuma n'a pas du tout le profil et encore moins l'envergure pour pouvoir incarner cet héritage. Personnellement, il représente la caricature du bon nègre, hein, le nègre qui ne survit que par la corruption, Enfin, vous avez vu... Oui, écoutez... il a plusieurs dossiers avec le Congo, Kinshasa, où il a placé ces hommes qui sont aujourd'hui en train d'exploiter les minerais, grâce au soutien qu'il apporte militairement à M. Kabila. Et donc, quelque part, moi, je pense que... Voilà, donc pour répondre à votre question, je suis inquiet pour l'avenir. Ces successeurs ne sont pas du tout à la hauteur. Quant aux chefs d'État qui se sont déplacés, bon là aussi on a eu droit à un formidable exercice d'hypocrisie. Je crois qu'Obama l'a très bien résumé en disant que beaucoup manifestent leur solidarité à l'égard du peuple sud-africain, mais la plupart ne tolèrent pas d'opposition dans leur pays. Je crois qu'il a tout dit. Et je ne pense pas que je puisse en rajouter. Pour aujourd'hui, je vous en remercie. Je crois C'est moi qui vous remercie.